Bonjour à tous, bonjour Aurélie. Bonjour Hervé. Donc, bienvenue à cette seconde série de webinaires, cette fois-ci sur le thème de la condensation et organisée par Atlantic Solutions Chaufferie. Donc, nous espérons avoir autant de succès que la première série de webinaires ECS, où, je vous le rappelle, on a eu plus de 1500 personnes connectées et plus de 5000 replays par la suite. Donc, un fort succès. Donc, je commence par me présenter. Je suis Hervé Sébastia, je suis expert en solutions thermiques collectives au sein du service marketing du groupe Atlantic. Donc, notre service travaille en étroite collaboration avec la R&D pour tout ce qui concerne le développement des produits. Et nous sommes attentifs à vos remontées terrain dans le but d'améliorer nos produits et vous proposer des solutions techniques qui répondent au mieux à vos attentes. Donc maintenant, je te laisse te présenter, Aurélie. Oui, bonjour à tous, je suis Aurélie Bernard, je suis en charge de la communication pour Atlantic Solutions Chaufferie et je suis moi aussi ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle série de webinaires, cette fois-ci sur le thème de la condensation. Merci à tous de répondre aussi nombreux présents à ces événements en ligne, puisque ce matin, on a près de 500 inscriptions. Alors, on va passer à la présentation. Voilà, alors pour commencer, en introduction, je vais faire... je vais passer. Voilà, donc c'est condensation, faire les bons choix. C'est ça. Voilà. Donc, On va parler du titre. quelques rappels des bonnes pratiques pour ce webinaire. Donc, comme précédemment, les micros et les caméras des participants sont coupés pour faciliter la présentation. Vous pouvez poster vos questions dans le chat de l'événement. Donc, Christian Bonnet, qui est présent avec nous, il répondra dans la mesure du possible. Et nous noterons dans tous les cas vos questions pour y répondre par mail après le webinaire si besoin. Pour finir, vous avez la possibilité de mettre pause pendant la présentation, de reprendre là où vous étiez arrêté ou de reprendre le direct avec les boutons dans le menu en bas de l'écran. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Hervé, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, comme on l'avait fait auparavant dans les webinaires ECS, on a commencé par une partie réglementation sur l'ECS. Là, on va parler de réglementation qui tourne autour du sujet gaz, en parlant de directives et de différents arrêtés, et de voir finalement les chaudières qui sont adaptées à ces différentes réglementations, les niveaux de puissance plus particulièrement. Ensuite, on va parler d'un second sujet, l'optimisation du coût et de la performance en chaufferie. C'est-à-dire c'est un sujet qui va permettre de déterminer comment déterminer la puissance d'une chaudière par rapport à des besoins chauffage et ECS. Puisqu'on le verra, il n'y a pas vraiment de normes ou de réglementation qui nous permettent de suivre une méthode particulière. Et vis-à-vis de cette présentation, on va faire des simulations dynamiques, justement, pour montrer quel est le bon dimensionnement sur un exemple type de bâtiment. Et après les conclusions de ce webinaire, on vous présentera le sommaire du prochain webinaire condensation qui aura lieu le mardi 8 juin. Vous pouvez d'ores et déjà le noter dans vos agendas. Très bien. Alors, on va aborder la réglementation gaz pour commencer. Donc, Hervé, dans la réglementation gaz, on parle souvent de puissance calorifique et de puissance utile. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces deux notions? Oui, c'est vrai qu'on va utiliser ces deux termes sur la suite de la présentation. Donc, il est important de commencer par l'expliquer. Donc, la puissance calorifique ou la puissance thermique d'une chaudière, elle se situe du côté brûleur, du côté gaz. Sur cet exemple, une Varmax de 499 kW calorifique. Quand on multiplie cette puissance calorifique par le rendement à 80-60, c'est le rendement qu'on trouve dans la RT 2012, on obtient donc à 80-60 un rendement inférieur à 100%, ce qui est normal, ce n'est pas un rendement inférieur à la température de rosée, du point de rosée des fumées. Et c'est ce qui est toujours demandé pour calculer des puissances calorifiques, c'est sous un régime 80-60. Donc là, on obtient 499
avec ce rendement de 97,8, 488 kW utiles pour cette chaudière à 80-60. Donc ça, c'est du côté haut, entre l'entrée et sortie de la chaudière, côté haut. Alors que puissance calorifique, c'est côté brûleur. Et entre les deux, ben, il y a les pertes, bien évidemment. Même si le rendement utile peut être supérieur en prenant un rendement de condensation, un niveau de charge de 30% et 30 degrés qui est de 108,9% dans ce cas de figure. Là, la puissance utile serait supérieure à la puissance calorifique. D'accord. Est-ce que tu peux commencer à nous parler de la réglementation ERP concernant les fabricants de chaudières? Oui. À ce sujet-là, depuis 2015, la directive ERP éco-conception impose aux constructeurs de matériel consommant de l'énergie une réglementation assez stricte au niveau des performances. Et nous sommes concernés en tant que constructeurs chaudières. Pour les chaudières de 70 à 400 kW, eh bien, nous devons avoir des rendements minimaux pour pouvoir obtenir le certificat CE et donc pouvoir vendre ces produits au niveau européen, au niveau de l'Europe, pardon. Donc le rendement 100% de charge, il est de 95,5% sur PCI. Mais ce qui vient changer la donne, c'est surtout le rendement imposé à 30%, puisqu'il est supérieur à 100%. Il est de 104,4. Ce qui fait que depuis 2015, nous sommes obligés, et vous êtes obligés d'installer des chaudières neuves à condensation. D'accord. Alors, j'ai entendu parler d'une réglementation récente qui concerne les installations gaz. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? À ce sujet, il s'agit de l'arrêté du 23 février 2018 qui concerne les installations gaz vis-à-vis des règles techniques et de sécurité. Hein. Et ça concerne essentiellement les bâtiments d'habitation individuels et collectifs. Mais dans les bâtiments collectifs, ça comprend aussi les foyers de jeunes travailleurs et de personnes âgées. Donc cette réglementation gaz s'applique à tous ces bâtiments. Ça vient remplacer un vieil arrêté qui date de 77, l'arrêté du 2 août, et ainsi que plusieurs autres documents. Donc tout est rassemblé dans cet arrêté qui est rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Et ce qu'il y a de nouveau tout de même, c'est que c'est un arrêté, un texte réglementaire accompagné de guides, de différents guides. C'est des guides de solutions qui accompagnent cet arrêté et qui ont été préalablement approuvés par les pouvoirs publics. Donc, ces guides qui donnent des solutions techniques, ils vont permettre aussi, on va leur permettre d'évoluer, on va pouvoir les modifier au fil du temps, ce qui va nous permettre d'intégrer plus facilement toutes les technologies innovantes autour du gaz. D'accord. Donc, ces guides, il y en a 5. Le premier est un guide général qui concerne les installations de gaz et qui traite plus particulièrement de tout ce qui est alimentation de gaz. Pour les sites de production d'énergie, on verra, c'est le nouveau terme qui vient remplacer, entre guillemets, la chaufferie, puisqu'il y a plusieurs localisations possibles pour ce site de production d'énergie. Et ensuite, vous avez 4 guides thématiques, après ce guide général. Les 2 principaux qui nous intéressent le plus, c'est le guide sur les sites de production d'énergie. Là, on va détailler l'implantation de ces différents locaux qu'on verra, avec les conditions d'accès, de secours, ainsi que la partie ventilation des locaux. Et un autre guide aussi intéressant sur l'évacuation des produits de combustion, qui nous permet de détailler justement tout ce qui est cheminée, etc., raccordé aux appareils gaz. Les 2 autres et derniers guides, ça concerne les appareils et le matériel gaz. Donc là, c'est tout ce qui est le matériel pour se raccorder aux appareils gaz. Et l'aptitude au soudage des canalisations gaz. Donc là, c'est vraiment plus particulier quand même. Ok. Donc, comme je l'évoquais, le terme chaufferie
n'est plus utilisé, on vient le remplacer, il faudra s'habituer, par le terme site de production d'énergie. Donc ça donne un périmètre plus large chaufferie traditionnelle, puisque dans ces locaux, on va pouvoir non pas exploiter seulement des producteurs de chaleur, mais aussi éventuellement de froid ou d'électricité, mais alimentés à partir du combustible gaz. D'accord. Donc, nécessairement, il va falloir parler d'évacuation de produits de combustion de ces appareils. Et d'autre part, ils peuvent être situés soit à l'intérieur du bâtiment, on le verra plus en détail sur les slides suivantes, soit à l'extérieur du bâtiment, soit sur donc une aire de production d'énergie. Voilà, trois possibilités, trois catégories pour ces sites de production d'énergie. Alors, vous avez le local de production d'énergie, qu'on appellera LPE par la suite, l'aire de production d'énergie, APE, et l'emplacement de production d'énergie, EPD. Pour le local de production d'énergie, c'est celui que nous connaissons le plus, évidemment, puisqu'il couvre les anciens termes que l'on connaissait bien, de la mini-chaufferie, de la chaufferie ou de l'alvéole technique gaz. Au sujet de l'aire de production d'énergie, alors là, c'est plutôt une zone spécifique délimitée qui se situe à l'extérieur du bâtiment, mais qui peut être aussi en terrasse sur ce bâtiment. Et pour finir, l'emplacement de production d'énergie, là, c'est plutôt dans un volume technique clos, dans un placard technique, qu'on appelait aussi gaine technique gaz, et qui se situe dans les parties communes. Et là, on va retrouver aussi bien éventuellement les compteurs gaz et l'appareil. Alors, où se situent ces différents sites de production d'énergie? Eh bien, ça va être différent selon la puissance de l'installation. Pour des puissances utiles inférieures ou égales à 70 kW, donc là, on parle bien de puissance utile par rapport à la première slide qu'on a vue, non pas de puissance calorifique, donc côté haut. Le local de production d'énergie peut se situer à l'intérieur du bâtiment à tous les niveaux, mais y compris dans les combles ou dans un parc de stationnement associé au bâtiment, dans les parkings. Dès qu'on dépasse la puissance de 70 kW, l'appareil devra obligatoirement se situer en dehors des parties privatives. Quand je parle de l'appareil, c'est les appareils. Il peut y avoir plusieurs chaudières gaz en l'occurrence. Il pourra se situer à l'intérieur d'un LPE, d'un local de production d'énergie, ou sur une aire de production d'énergie. Mais par contre, le placard technique, là, c'est fini, puisque là, il faut être inférieur à 70 kW. Donc, sur l'emplacement de production d'énergie. On autorise à mettre des installations gaz à l'intérieur du bâtiment jusqu'à une puissance de 1000 kW. Il faut être inférieur. Alors attention, maintenant on va parler de puissance calorifique. C'est là où ça se complique un petit peu. On parle plus de puissance utile, on va parler de puissance calorifique. Pourquoi? Puisqu'il y a un autre arrêté dont on va parler juste après, qui est venu changer le seuil des 2 MW, 2000 kW utiles, et qui est venu l'abaisser à 1000 kW calorifiques. Donc tout ce qui est inférieur à 1000 kW calorifiques peut se situer dans le bâtiment. Tout ce qui dépasse ce seuil-là doit se situer à l'extérieur du bâtiment. D'accord. Donc ce sera aussi autorisé en terrasse jusqu'à une puissance utile de 5000 kW. Sachant que les générateurs ne devront pas produire une eau supérieure à 110 degrés, une eau chaude, et que la puissance utile par appareil devra être inférieure à 2 MW. Donc vous pourriez avoir deux chaudières de 2000 kW et une chaudière de 1000. Alors il y a des fiches qui sont très intéressantes et qui viennent de ces GBAT concernant tous les
les LPE supérieurs à 70 kW utiles. Hein. Donc, ces fiches, vous les retrouverez sur le site CJBAT et ça permet d'un peu mieux comprendre. Il y a aussi des exemples qui mettent en exergue un petit peu tout ce dont on vient parler au niveau des arrêtés et des guides du CNPG. Donc, CNPG, hein, le Centre national d'expertise des professionnels de l'énergie gaz. Je ne l'avais pas noté. D'accord. Alors, il me semble que l'arrêté PIC, qui traite des seuils d'émission de certains polluants, a été récemment modifié. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Il a été abrogé, on va dire ça comme ça, par un nouvel arrêté, celui du 3 août 2018. Hein, donc, comme tu le précisais, ça traite des seuils d'émission de certains polluants dans l'atmosphère. Et cet arrêté du 3 août 2018, il prend effet à partir du 20 décembre. Donc, il a pris effet, hein, 20 décembre 2018. Donc, ce qui se passait avant le 20 décembre 2018, c'est que le seuil minimum, c'était 2 MW. Donc, on pouvait placer finalement des chaufferies jusqu'à 2 MW à l'intérieur des bâtiments. Et désormais, avec ce nouvel arrêté, le seuil est passé à 1 MW. Donc on le voit ici sur ce schéma. De 1 à 20 MW, ça remplace l'arrêté PIC finalement. On ne peut plus se situer à l'intérieur du bâtiment, on doit se situer à l'extérieur du bâtiment. Par contre, lorsqu'on est inférieur à 1 MW, c'est tout à fait possible de se situer à l'intérieur du bâtiment, et c'est 1 MW calorifique. C'est pour ça que précédemment, dans l'arrêté du 23 février 2018, on précisait que tout ce qui se situe à l'intérieur du bâtiment doit être inférieur à 1000 kW calorifiques. Et là, on va s'intéresser plus particulièrement, pour vous donner quelques indications complémentaires vis-à-vis de cet arrêté, puisqu'il y a 5 arrêtés du 3 août 2018. Et celui qui nous concerne le plus, c'est celui soumis à la rubrique 2910. Ça veut dire quoi, la rubrique 2910? C'est selon le combustible. Et en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est le gaz naturel, éventuellement le propane, tout ce qui tourne autour du gaz. Hein. Donc, le 2910A, c'est tout ce qui concerne le gaz. Et le A2, c'est la segmentation niveau puissance. C'est de 1 MW à 20 MW. En A1, par exemple, ce seront des chaufferies ou des sites de production d'énergie, pardon, de 20 à 50 MW. Toujours au gaz naturel ou au propane. Voilà, ça c'est possible, effectivement. Donc, ce qui nous concerne davantage, c'est de 1 à 20 MW. On a rarement quand même des chaufferies bien supérieures. Hein. Donc, pour vous détailler un peu plus les choses vis-à-vis de cet arrêté, le public concerné, évidemment, ce sont les exploitants qui sont soumis à déclaration avec contrôle périodique de ces installations. Ça, j'en ai pas parlé précédemment. Hein. Vous êtes soumis autrement, on va le voir sur le slide précédent, à enregistrement pour des puissances supérieures à 20 MW jusqu'à 50 MW, et ensuite à autorisation. Et tous ces différents seuils, ça demande de plus en plus de difficultés, d'exigences vis-à-vis de la préfecture, puisque c'est à déclarer en préfecture. D'accord. Donc, pour en revenir à cet arrêté du 3 août 2018, de 1 MW jusqu'à 20 MW, l'entrée en vigueur pour les nouvelles installations, comme on l'a précisé, c'était à partir du 20 décembre 2018. Par contre, pour les installations existantes, il y a 2 autres seuils. Pour les chaufferies supérieures à 5 MW, c'est au 1er janvier 2025. Et celles inférieures à 5 MW, ensuite, ce sera au 1er janvier 2030. Alors ici, je vous présente la fiche numéro 24 du CJBAT, qui est assez intéressante puisqu'elle résume un petit peu l'implantation d'un LPE supérieur à 70 kW selon les 2 arrêtés que l'on vient de voir, l'arrêté du 23 février et celui du 3 août 2018. Donc,
comme je le précisais, on parle bien de puissance thermique ou calorifique concernant celui du 3 août et celui du 23 février en puissance utile. Donc c'est pour cette raison qu'on a sur le haut du tableau les niveaux de puissance pour chacun de ces arrêtés. Et ensuite, en ordonnée, on a les situations là où on peut placer la chaufferie, excusez-moi, le local de production d'énergie. Alors, dans un premier temps, on pourra le positionner en étage courant, rez-de-chaussée ou sous-sol, comme précisé précédemment, si la chaufferie, si le site de production d'énergie est inférieur à 1 MW calorifique. On pourra retrouver ce SPE en terrasse ou au dernier niveau du bâtiment s'il n'est pas surmonté d'un étage occupé ou habité. Et là, la puissance peut aller jusqu'à 5 MW. 5 MW dans les conditions qu'on avait citées précédemment, sans dépasser 2 MW par appareil gaz unitaire, et à condition que l'eau ne monte pas au-delà de 110 degrés. Et lorsqu'on est à l'extérieur du bâtiment, là, il n'y a pas de limite de puissance, bien évidemment. Il y a d'autres conditions à respecter, d'éloignement du bâtiment vis-à-vis de... Des nuisances. Oui, il y a beaucoup de choses à respecter, mais en tout cas, voilà, là, à ce niveau-là, il n'y aura pas de limite de puissance. D'accord. Alors, je vous ai rajouté quelque chose pour compléter ce tableau, parce que ce tableau parle simplement des LPE supérieurs à 70 kW. Tout ce qui concerne les LPE inférieurs à 70 kW, je vous le rappelle, ils peuvent se situer bien évidemment à l'intérieur du bâtiment, toutes les cases correspondantes qu'on vient de citer, mais en plus dans les combles et dans les parkings. Ok, merci beaucoup Hervé. Alors, vous retrouverez sur cette slide et sur la suivante tout ce qui nous a permis de construire cette présentation autour de la réglementation gaz. Donc, ce sont les principaux liens, les liens très utiles, où vous retrouverez tout ce qu'Hervé vient de vous exposer sur le support de présentation. Voilà, donc il y a une partie effectivement qui parle des guides du CNPG, l'arrêté du 3 août, avec la fiche de technique de combustion, les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement, du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et la deuxième partie que vous pourrez noter, c'est le téléchargement des fiches CJBAT, avec des résumés aussi très intéressants sur les arrêtés du 3 août, ou les chaufferies, justement, entre 1 et 2 MW existantes, que faire dans ce cas-là? Pour vous répondre, tout de même, c'est que les chaufferies existantes, avant que le seuil passe à 1 MW, évidemment, c'était à l'exploitant de les déclarer en préfecture. Pour qu'elles puissent exister et rester au sein du bâtiment, évidemment. Oui. Donc Hervé, on a vu que vis-à-vis des réglementations, il y a différents seuils de puissance à ne pas dépasser. Est-ce que chez Atlantique, on a des produits appropriés? Voilà, exactement. On a travaillé en ce sens-là. Pour les LPE inférieurs à 1 MW calorifique, pour qu'ils puissent se situer à l'intérieur du bâtiment, on a par exemple la Varmax qui fait justement 499 kW calorifique. Donc on peut en placer 2 en cascade pour être juste inférieur à ce seuil et exploiter le maximum de puissance possible à l'intérieur du bâtiment, pour ne pas être soumis à cet arrêté du 3 août 2018. Il y a un autre seuil dont on n'a pas trop parlé, mais qui est explicité dans les fiches CJBAT en l'occurrence, et même dans le guide du CNPJ, c'est le inférieur à 300 kW, inférieur ou égal à 300 kW. C'est intéressant de ne pas dépasser ce seuil de puissance utile, attention maintenant, puisque autrement, pour les conduits d'évacuation de produits de combustion qui se situent à l'intérieur des bâtiments, si vous dépassez ce seuil, vous êtes contraint d'avoir un conduit visitable. Ça implique quoi d'avoir un conduit visitable?
Eh bien, ça impose à l'intérieur de pouvoir le visiter, donc il faut mettre en place une échelle à crinoline. En plus, avec des paliers de repos. Donc tout ceci, ça prend quand même une place assez conséquente, hein, pour que quelqu'un puisse passer à l'intérieur et l'entretenir et le contrôler. Donc ça va générer forcément une grosse surface au sol. Et étant donné que ce conduit monte tout au long du bâtiment, ça va prendre de la surface habitable. Donc ça, c'est assez pénalisant. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on est inférieur ou égal à 300 kW utiles, on n'a pas ces contraintes-là. D'autre part, sur ce conduit pour les puissances supérieures à 300 kW utiles, il va falloir le ventiler, mais avec une amenée d'air, on le précise ici, de 400 cm², mais avec un air qui provient de l'extérieur du bâtiment. Donc si on n'est pas juxtaposé, si on est juxtaposé à des locaux, mais il va falloir tirer un conduit jusqu'à l'air extérieur pour venir ventiler ce conduit, alors que ce n'est pas le cas lorsqu'on se situe inférieur ou égal à 300 kW utiles, puisque là, vous voyez, l'amenée d'air de 100 cm² seulement pourra se retrouver au sein du local chaufferie, en prenant l'air ambiant du local chaufferie, et pas forcément l'air extérieur. Donc là, les produits, quelques exemples qui peuvent répondre à cette réglementation, c'est la Varino 300 de 280 kW et la Varblock avec 2 modules de 150 qui fait 287 kW. Pour finir, tout ce qui concerne la mini-chaufferie inférieure à 70 kW utile, les cahiers des charges de l'ATG, c'était le fameux cahier mini-chaufferie, le C321.4. Dans ce cas-là, nous avons la Condresse inox qui répond à ce besoin de 69,9 kW utile. La Varfree aussi en version murale. Vous avez aussi des Varfree en cascade inférieurs à 70 kW utile. Très bien. Alors, Hervé, après cette partie sur la réglementation, il me semble qu'il n'y a pas de règles ou de normes concernant la puissance des chaudières. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment, de ce fait, déterminer au plus juste la puissance des chaudières par rapport à des besoins chauffage et ECS? On va voir ça en détail. Et pour cela, pour déterminer la puissance d'une chaudière face à des besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire, on a pris un exemple concret. Voilà. Et on a fait de la simulation dynamique autour de cet exemple pour voir à quel niveau de besoin on atterrit et voir, selon les sélections prises en compte, si elles sont bonnes ou mauvaises. D'accord. Allons-y. Alors, les simulations dynamiques ont été réalisées par le bureau d'études ADRE, de l'association ICO dont on fait partie. Alors, ce bâtiment se situe en zone H3. Il fait près de 3000 m² de chab, et il est composé de 42 logements. Donc, au niveau de son bâti, il est relativement performant, c'est un bâtiment RT 2012, avec une isolation extérieure, on le voit, de 16 cm, projection d'isolant sur le plancher du parking, des ouvrants assez performants, voilà, rien de bien particulier, mais un bâtiment performant au niveau du bébio. Alors, Hervé, dis-moi, est-ce que pour le calcul des déperditions de chauffage, on doit prendre en compte les abaissements de nuit sur un bâtiment neuf RT 2012? Oui, alors avant de se poser la question, quelle puissance chaudière prendre en compte? Il faut déjà calculer effectivement la puissance correspondant aux déperditions du chauffage et la puissance eau chaude. Et après, on se posera la question, vis-à-vis de ces deux puissances, qu'est-ce qu'on en fait pour sélectionner la puissance chaudière? C'est vraiment là le sujet. Donc, pour commencer par le calcul des déperditions, qui sont normées, parce qu'il va falloir suivre une norme, la 12831, qui a été mise à jour en 2010. Eh bien, à l'intérieur de cette norme, on demande au bureau d'études s'ils veulent prendre en compte ou pas un abaissement de nuit. Parce que si on prend en compte un abaissement de nuit, on va venir rajouter une surpuissance à la relance pour revenir en température le lendemain matin. Et comment ça se comporte, le calcul de cet abaissement de nuit et de cette surpuissance à la relance dans cette norme-là? Alors déjà, on vous propose des abaissements de nuit
de 2 à 4 degrés. Et en fonction de cet abaissement de nuit, un temps de relance pour remonter en température de 1 à 4 heures. Donc remonter en 1 heure en ayant abaissé de 4 degrés, c'est là le plus contraignant, évidemment. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée et comment ça se calcule, le moins contraignant, c'est d'avoir un abaissement de 2 degrés pendant la nuit et de se laisser la possibilité de remonter en 4 heures, ce qui va nous donner un coefficient de 6. C'est le coefficient le plus bas possible que l'on retrouve sur ce tableau. Ce qui veut dire qu'effectivement, avec ce coefficient de 6, il va falloir le multiplier par la surface habitable, et ça nous donnera la surpuissance à la relance en watts. Le cas le plus contraignant, c'est quand on prend un abaissement de 4 degrés et que le temps de relance est en 1 heure. Il va falloir remonter ces 4 degrés en 1 heure. Donc là, le coefficient est bien plus important. Il est multiplié par 6 pratiquement. Il est de 25. Et dans ce cas-là, sur cet exemple, avec la surface habitable de près de 3000 m², comme on l'a vu précédemment, on va arriver à des surpuissances à la relance de 17 à 72 kW qu'il va falloir rajouter aux déperditions de base, sans relance. Ce qui veut dire que sur ce bâtiment, avec des déperditions chauffage de 90 kW, si on vient ajouter ces surpuissances à la relance, ça va considérablement augmenter la puissance chauffage, de plus 20 à plus 80%. Donc la question à se poser tout de suite, c'est est-ce qu'il faut prendre en compte des abaissements de nuit sur un bâtiment neuf RT 2012? C'est ça. Puisque c'est le cas de ce bâtiment. Ben pour cela, on a fait une simulation dynamique qui va nous montrer dans une pièce de ce bâtiment le jour le plus froid de l'année. Lorsqu'on coupe le chauffage sur 24 heures, qu'est-ce qui se passe au niveau de la température ambiante? Est-ce que ça baisse et de combien de degrés? Donc, on va se situer dans un premier temps sur les 8 heures de nuit, c'est ce qui nous intéresse quand on fait des abaissements de nuit. Et on s'aperçoit que sur 8 heures de nuit, le jour le plus froid de l'année, j'insiste, donc là c'est sur Nice, hein, ce n'est pas des températures très faibles, mais l'isolation du bâti est en fonction de là où il se situe, hein, évidemment. Donc on baisse de même pas 1 degré, de 0,7 degrés, de même pas 0,1 degré par heure en fait. Hein. Donc c'est vraiment très faible. Donc, dans ce cas-là, on a notre réponse. Quand l'abaissement réglementaire est au minimum de 2 degrés, et que ça vient nous pénaliser puisqu'on va rajouter une surpuissance à la relance et à la puissance chauffage, évidemment, il ne faut surtout pas prendre d'abaissement de nuit sur un bâtiment neuf à forte inertie. Ça va amener de la surpuissance et derrière, du surcoût. Ouais. Hein? Alors, on a vu la partie chauffage. J'imagine que tu as aussi des conseils à nous donner pour la détermination de la puissance ECS. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, ce sont des rappels des précédents webinaires sur la performance au chaude sanitaire, où vous conseillez évidemment de privilégier le dimensionnement semi-accumulé, avec un stockage primaire ou secondaire, selon votre choix vis-à-vis de la légionnelle, si vous êtes contraint ou pas. Donc un semi-accumulé, c'est bien évidemment de prendre en compte un maximum de stockage d'énergie et au minimum le débit de pointe, 10 minutes. Ça va permettre de diminuer la puissance appelée sur le générateur, puisqu'on va stocker beaucoup d'énergie. On aura beaucoup d'énergie stockée prêt à satisfaire ce débit de pointe, et limiter les relances ECS d'autre part, pour éviter à la chaudière de remonter à chaque fois en haute température lorsqu'elle fonctionnait en chauffage à basse température et elle condensait. D'autre part, il va falloir, pour déterminer ce producteur ECS, avoir les températures primaires les plus faibles possibles sur un échangeur à plaques. Certes, il aura une plus grande surface d'échange, avec un pincement le plus faible possible aussi. Le pincement, c'est la température d'entrée dans l'échangeur par rapport à la température de sortie. Plus c'est faible, plus il y a une grande surface d'échange, et plus on est performant. Moins on a de pertes entre le primaire et le secondaire, finalement. Donc ça limite les pertes du primaire. Ça va permettre aussi d'abaisser la température retour de ce primaire.
pour éventuellement même condenser dans les phases ECS, de production de CS sur la chaudière, et repasser rapidement en phase condensation-chauffage, puisque si on est monté moins haut en température dans la chaudière, on va plus rapidement évacuer l'énergie pour redescendre à 30 degrés sur les radiateurs, par exemple. D'autre part, il va falloir tout de même respecter la réglementation, en l'occurrence l'arrêté du 30 novembre 2005, qui impose une température minimale de 55 degrés à la sortie d'un producteur d'eau chaude sanitaire, du ballon de stockage. Et d'autre part, il ne faut pas être trop haut non plus, il ne faut pas en abuser, puisque là, ça va générer beaucoup de pertes au niveau de distribution. Donc, il est bien de se situer entre les 55 et 60 degrés. Alors, il faut être très vigilant aussi au niveau du bouclage. Parce que le bouclage, aujourd'hui, on le voit, il augmente considérablement en fonction du nombre de colonnes montantes qu'on vient rajouter dans les bâtiments pour respecter justement les distances de soutirage, les 8 mètres du DTU ou les 6 mètres de NF Habitat. Dans ce cas-là, il faut limiter ce débit, calculer au plus juste, les déperditions aussi, bien évidemment, mais tout en respectant deux choses et deux impératifs, ça c'est très important, au niveau de la réglementation, toujours du 30 novembre 2005, c'est assurer 50 degrés en tout point du réseau de distribution et des vitesses minimum de 0,2 mètres par seconde dans les colonnes montantes. Okay. Alors, nous avons ensuite dimensionné l'eau chaude sanitaire avec notre logiciel aquatique ici, selon la typologie du bâtiment qui est renseigné à ce niveau-là. D'accord ? Pour une température primaire de 70, on essaye d'être au plus bas, pas 80, eh bien, ici, vous retrouvez dans ce tableau un rapport volume-puissance. Et donc, nous, on a voulu se situer non pas dans la colonne semi-instantanée, mais dans la colonne semi-accumulée. Et on a choisi un ballon de 1000 litres. Et pour un ballon de 1000 litres, il faut avoir une puissance de 101 kW pour satisfaire le besoin de ces 42 logements. Donc, quand on sélectionne ensuite un produit adéquat, ça va nous sélectionner un échangeur à plaques de 114 kW. Ça, c'est sa puissance maximale. Donc, il satisfera largement les 101 kW. Et un ballon de 1000 litres. Alors, attention, cette méthode, c'est la méthode historique Qualitel. Bien évidemment, depuis maintenant, je crois, 2018, Sercal autorise à utiliser une autre méthode de dimensionnement proposée par un bureau d'études s'il avance ses hypothèses. Parce qu'on sait tous un petit peu que cette ancienne méthode, elle a tendance à surdimensionner. Ouais. Donc, dans ce cas-là, on retiendra une solution de 101 kW et de 1000 litres, et non pas les 114 kW qui sont la puissance maximale de l'échangeur. Autrement, on va commencer à surdimensionner l'installation là. Par contre, je vais vous montrer maintenant la méthode standard habituelle utilisée par les constructeurs en général ou selon un peu la méthode AICVF. Et là, on va voir que pour un volume équivalent, sur le slide suivant, la puissance est divisée par 2. Donc avec un 1000 litres, avec une méthode standard, entre guillemets, on obtiendrait 53 kW. Alors, tu nous as parlé de la méthode Qualitel et de la méthode standard, mais il y a une nouvelle méthode qui est sortie en 2019, la méthode caustique ADEME. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. À ce niveau-là, c'est vrai que c'est une méthode assez intéressante et très précise. Elle va prendre en compte les spécificités du matériel selon le type de producteur de CS qu'on va considérer. Et en plus, elle va tenir compte du bouclage ECS, ce qui n'est rarement considéré jusqu'à présent dans les anciennes méthodes. Donc, ça amène à rentrer beaucoup de variables, telles que le type de ballon, si c'est du primaire, du secondaire, si c'est un échangeur interne au ballon, externe au ballon, on a vu échangeur à plaque. Il va falloir aussi rentrer le mode de fonctionnement des circulateurs, s'ils sont à vitesse variable ou pas aussi, s'ils sont en marche-arrêt permanent, etc. Et il va falloir aussi rentrer la hauteur et la position de l'échangeur dans le ballon, des sondes, du retour bouclage. Alors tout ceci, c'est finalement assez complexe, il faut être très très précis, et ça va amener ceci à des différences de puissance assez importantes sur le dimensionnement,
puisque pour un ballon de 750 litres, selon les hypothèses qu'on a prises, on va pouvoir se retrouver avec une puissance de dimensionnement de 75 à 105 kW. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de 40%, il y a un écart de 40% entre ces deux puissances, ce qui est assez énorme. Donc là où c'est difficile pour un bureau d'études, qui est en phase de conception, et qui n'a pas le suivi d'exécution, il n'est pas sûr que le matériel qu'il a calculé, il va être installé. Ou l'installateur, il va peut-être pas trouver le ballon au dernier moment qui conviendra, avec la hauteur de bouclage ou quoi que ce soit. Hein, ça, c'est moins évident. Et pour des soucis d'encombrement, d'économie financière, on sait très bien que quelquefois, à la fin d'un projet, eh bien, on vient changer le type de production d'eau chaude pour gagner, par exemple, quelques euros parfois. Donc ça, c'est très compliqué finalement à mettre en œuvre, cette méthode, pour les bureaux d'études. D'autre part, ce qu'il faut voir dans cette méthode, c'est que selon le générateur, le fonctionnement n'est pas forcément représentatif de ce qu'on pratique sur le terrain. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas l'utiliser. Hein. Là, je fais référence par exemple aux PAC, qui sont décrites comme fonctionnement en mode permanent, en continu. Hein. Elles ne fonctionnent pas que la nuit, par exemple. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que le bouclage n'est pas pris en compte. Alors que souvent sur le terrain, les PAC, quand elles fonctionnent en permanent, elles considèrent en plus le bouclage, bien évidemment. Il n'y a pas de réchauffeur de boucle autonome, qui sont souvent électriques, et qui, dans le neuf, nous pénaliseraient énormément sur le CEP. C'est pour ça qu'on les prend en compte, on prend en compte le bouclage. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas conforme à la réalité, il ne faut surtout pas prendre la méthode, puisque là, on va dériver et puis avoir des puissances adéquates. Donc, justement, tout ça pour dire qu'il y a un groupe de travail en cours, puisque tout le monde est bien conscient de ça, les bureaux d'études aussi. C'est pour ça qu'avec l'association ICO, dont le caustique fait partie, dont nous faisons partie, l'association de bureaux d'études, on va tâcher de réviser certains points et de redonner à cette méthode qui part d'un très bon sentiment. C'est une très bonne chose, hein. Tout le monde l'attend, même Cercal d'ailleurs, puisqu'il prévoit, apparemment d'après les échos que j'ai eus, à proposer justement une nouvelle méthode, mais cette fois-ci reconnue et approuvée par tous, hein, et non pas l'ancienne méthode historique qui était un petit peu surdimensionnée. Ok. Alors maintenant qu'on a déterminé les besoins chauffage et eau chaude sanitaire, on va donc pouvoir déterminer la puissance de la chaudière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait? Voilà. Donc pour résumer, et pour vous rappeler les choses, au niveau des puissances chauffage, on a deux possibilités. On ne prend pas d'abaissement, à ce moment-là, on avait 90 kW de déperdition, hein, net. Okay. Bon, le bâtiment peut vieillir, évidemment, il vieillit, l'isolation au niveau de sa mise en place, etc., ça va peut-être pas être l'idéal. Donc on peut considérer tout de même, parce que là, on n'a aucune marge de manœuvre hein, au niveau des déperditions, un petit pourcentage supplémentaire. D'accord? Donc ici, j'ai peut-être un peu abusé, hein, j'ai pris 25% de plus, ce qui passe la puissance de 90 à 112 kW. Et dans le cas où on a un abaissement de nuit minimum, tout de même, il faut le considérer, hein, les 2 degrés, ça nous amenait à une majoration de 17 kW. Donc on passe à 107 kW. Et vis-à-vis de ces 107 kW, si on prend une marge de manœuvre de 25% aussi, un coefficient de sécurité, on passera à 134. Donc 112 ou 134 kW, selon ce qu'on va considérer comme hypothèse en déperdition chauffage. Et pour rappel, en dimensionnement ECS, on est parti sur le dimensionnement Qualitel, 101 kW, 1000 litres. D'accord. Hein? Donc la question, tu l'as posée, quelle puissance de chaudière c'est ça. Mettre en place. Et là, c'est là tout le sujet. C'est tout le sujet, pourquoi parce que sur le terrain, il n'y a pas de réglementation, de normes, contrairement au calcul des déperditions chauffage, qui définit la puissance d'une chaudière vis-à-vis de ses deux besoins. Ce qu'on sait et ce qui est sûr, c'est que si on n'est pas suffisamment puissant, il y aura des mécontentements, de l'inconfort, hein, ce qui est inacceptable pour les clients. Et si on est surpuissant, là, on va satisfaire le besoin, mais par contre, ça va amener du surcoût et pas forcément un fonctionnement optimal du générateur avec des cycles marche-arrêt bien plus importants. Donc peut-être un vieillissement prématuré des organes. Donc là, on va passer à des calculs et voir les cas extrêmes qu'on peut rencontrer sur le terrain entre un dimensionnement mini et un dimensionnement maxi. Et savoir comment arriver à ce dimensionnement mini et comment arriver à ce dimensionnement maxi.
pour bien conscience de ce qu'on peut retrouver sur le terrain. OK. Alors, dans un premier cas, on va voir le dimensionnement maxi. Alors, prenons l'hypothèse que pour calculer la puissance de la chaudière, on va considérer une puissance totale qui est la somme de la puissance chauffage, les déperditions chauffage, et la puissance ECS. Mais la puissance ECS non pas calculée, on va prendre encore pire. La puissance ECS de l'échangeur. D'accord? Les 114 kW au lieu des 101 kW calculés. Donc la puissance chauffage maximale, avec l'abaissement de nuit de 2 degrés, c'était 134, hein, plus les 114 kW de l'échangeur, ça nous donne une puissance de 248 kW totale. Maintenant, on va considérer qu'on prend 2 chaudières. Donc si on place 2 chaudières, il y avait des coefficients de sécurité qui existaient, hein, il y a quelques décennies déjà, selon les zones H1, H2, H3, c'est les cahiers de l'ATG qui définissaient ça, et qui sont parfois toujours utilisés sur le terrain. C'est-à-dire, si une des chaudières tombe en panne, il faut assurer un minimum de puissance, de besoin. C'est-à-dire, on avait le choix entre 75% du besoin ou 50% du besoin ou les 2/3 du besoin. Donc, on va prendre le cas maximal, si on considère qu'une chaudière doit satisfaire 75% du besoin. Dans ce cas-là, on va obtenir 2 chaudières de 186 kW, soit 372 kW mini installées. Mais maintenant, il faut sélectionner ces chaudières de 186 kW. Et en sélectionnant dans les catalogues constructeurs, bien une 186 kW, elle n'existe pas forcément, hein. Donc là, on va être obligé de prendre des chaudières de 219 kW. Ce qui va nous amener à installer 438 kW dans le cas extrême maxi. D'accord. Maintenant, considérons le cas extrême mini. Donc là, au niveau des hypothèses, pour calculer la puissance totale, on va prendre la puissance maximale entre la puissance ECS et les déperditions chauffage. Les déperditions chauffage, on va prendre les 112 kW, c'est-à-dire les 90 kW plus les 25%. OK, c'est la hypothèse mini. Et au niveau de l'eau chaude, étant donné qu'on avait 101 kW, avec la méthode qualité, voire 53 kW, on ne les considérera pas, puisque c'est la puissance chauffage qui est supérieure. Dans ce cas-là, c'est une bonne méthode, puisque ça élimine l'histoire du Qualitel ou du standard. Ouais. Et dans ce cas de figure, pour 112 kW, dans le cas extrême mini, on ne va pas prendre de coefficient de sécurité si une chaudière tombe en panne. On va dire que si elle tombe en panne, il y aura 50% de puissance disponible seulement. Dans ce cas-là, on aura 2 chaudières de 56 kW. Et ces 2 chaudières de 56 kW, on peut se poser la question, si on est dans le cas de l'ECS, avec les 53 kW, une chaudière pourra la satisfaire. Et dans le cas des 101 kW, les deux pourront satisfaire aussi ce besoin. Donc on n'a aucun risque, hein, finalement, d'être dans ce cas extrême mini. D'autre part, une chaudière, ce qui se dit sur le terrain, c'est qu'une chaudière à 50% du besoin chauffage, ça permet de garantir 80% du besoin sur l'année, du besoin chauffage. Et bien ça, on va essayer de le vérifier dans un instant avec des simulations dynamiques. Il faut voir une chaudière de 60, combien ça peut satisfaire de déperdition de ce bâtiment. OK. Et donc, dans la sélection des produits, ça nous amène à sélectionner 2 chaudières de 60 kW, soit 120 kW installées. Donc, on se retrouve avec ces 2 cas extrêmes, et c'est vraiment extrême, hein. Oui. 120 kW ou 438 kW installés. Lequel choisir? Où se situe la vérité? Il y a une différence de dimensionnement x 4. Hein. On est bien d'accord à peu près. Hein. 4 x 120, 480 si je suis bon. C'est ça. C'est ça? Rassure-moi, parce qu'en direct, c'est pas évident. Et d'autre part, ça rassure puisque ça correspond aussi au retour de l'enquête menée par l'association ICO auprès de bureaux d'études. Où je crois, si je me rappelle bien, c'était des coefficients x5 entre les cas extrêmes mini et maxi. Okay. Voilà, donc on est dans la fourchette. Hein. C'est pas complètement irréel. Hein. Donc, comment estimer les besoins chauffage ECS
l'appel de puissance le plus important de l'année. C'est ça qui nous intéresse. Oui. Eh bien, on va faire une approche par simulation dynamique. Donc l'objectif, les hypothèses qu'on a prises en compte, il faut qu'elles soient réalistes, hein, parce que les hypothèses 2 réglementaires, elles ne sont pas toujours réalistes, on ne les suit pas forcément. Hein. Par exemple, on a pris des données météorologiques au pas de temps horaire. Nous avons pris une consigne de 20 degrés d'ambiance et non pas de 19 réglementaires. Les gens ont plus tendance à chauffer à 20 qu'à 19. Hein. Je ne sais pas si c'est ton cas. Non, moi je chauffe à 19. Tu chauffes à 19, tu es très réglementaire. Ok. Donc, on a pris en compte aussi les apports internes. D'accord? D'autre part, le matin, qu'est-ce qu'on fait quand on se lève? On ouvre la fenêtre? Ah ouais, on ouvre la fenêtre. Non, pas dans la réglementation, on n'ouvre pas la fenêtre. Ah bon? Voilà. Donc, on va considérer une ouverture de fenêtre aussi. D'autre part, pour la partie eau chaude sanitaire, on va considérer, alors ça c'est un calcul au temps horaire, 2 scénarios. Pour se blinder en fait. Hein. Okay. Le scénario standard où on prend en gros allez, 25 litres par personne et par jour à 60. Et un scénario ECS doublé carrément. Okay. Hein, 50 litres par personne et par jour. Sachant que pour info et rappel, le dimensionnement ECS de ce bâtiment RT 2012, le logiciel calcule un besoin de 23 litres par personne et par jour à peu près, à 62. Donc on est inférieur en RT 2012 à ce besoin de 25 et 50. Hein. Okay. Et on va prendre en compte aussi des pertes de bouclage de 4 kW dans tout ce bâtiment, ce qui représente à peu près du 100 watts par logement, 42 logements, hein, pour donner un ratio. Hein. Et maintenant, on va étudier les monotones de puissance. Alors c'est quoi ce mot barbare? Vous en inquiétez pas. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de voir l'appel de puissance maximale sur l'année selon 3 scénarios. Quand on est en chauffage seul, lorsqu'on est en chauffage avec l'ECS dimensionné standard, les 25 litres par personne et par jour à 60 degrés, et l'ECS doublé à 50 litres. D'accord? D'où les courbes rouges et les autres couleurs bleu et vert. Suivent. Voilà. Donc, en chauffage seul, la pointe maxi horaire hein, nous donnera un appel de puissance de 101 kW maximum sur l'année. D'accord? Soit 2,4 kW par logement, pour ces 42 logements en moyenne. Si on vient rajouter l'eau chaude à ce chauffage seul, ça viendra de nous donner une pointe maxi horaire de 119 kW, soit 2,8 kW par logement. Donc finalement, quel apport de CS en puissance? Ben, la différence entre les deux. 101 kW de chauffage plus 18 kW nous donne 119 kW. Hein, sur la pointe maxi horaire hein, de l'année. Et si on prend le scénario avec l'ECS doublé, on arrive à 148 kW, soit une pointe ECS qui vient s'ajouter au chauffage de 47 kW. Hein. Alors finalement, nos deux chaudières de 60 kW, est-ce qu'elles peuvent convenir à tous ces scénarios? Ben oui, parce que bien évidemment, on va faire une priorité aux chaudes. Donc deux chaudières de 60, ça satisfait les 101 kW de chauffage. Ça satisfait aussi le scénario plus que standard, supérieur à l'RT 2012 de 119 kW. Mais ça va aussi satisfaire les 148 kW, où il y a 47 kW de CS, lorsqu'on va faire une priorité eau chaude. Couper le chauffage et passer en eau chaude. Avec un dimensionnement, par exemple, semi-accumulé. Sans aucun souci. Donc finalement, ça commence bien notre scénario extrême mini de chaudière 60. D'autre part, la question qu'on va se poser, que je vous ai posée, c'est une chaudière de 60 kW, ça assure combien de besoins de chauffage? Combien de pourcentage de besoins de chauffage sur l'année? Eh bien là, on le voit, une chaudière de 60 kW, elle va satisfaire 95 et non pas 80% des besoins sur l'année. Parce qu'il y a seulement 260 heures où on aura un appel de puissance supérieur à 60 kW, jusqu'au 101 kW. Tout le reste du temps, c'est-à-dire sur 5629 heures de saison de chauffage, hein, voilà, il n'y a pas de CS, donc on ne compte pas l'été ici,
ben, il n'y aura que 260 heures où on sera insatisfait avec ces 60 kW. Voilà la première approche. Maintenant, la deuxième approche, c'est voyons voir vis-à-vis de la puissance minimum de ces chaudières pour voir comment elles vont cycler sur l'année. Ça, c'est très important. Hein. C'est très important. Donc, à ce niveau-là, pour le cas extrême maxi, quand on considère deux chaudières de 219 kW, la puissance mini d'une chaudière, c'est 40 kW. À 40 kW, ce qui représente 950 watts par logement d'amener de puissance. Hein. D'accord, quand on a 40 kW mini. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le chauffage seul, pendant 4059 heures sur les 5629, c'est-à-dire toute la zone assurée, on va être inférieur à 40 kW, à la puissance mini d'une seule chaudière. Donc on va cycler 72% du temps. Je ne pense pas que la chaudière modulante, avec son brûleur modulant, elle va beaucoup moduler hein, dans ce cas de figure. Hein. Donc la surpuissance a un effet fort sur la modulation. Dans le deuxième scénario avec l'ECS, c'est environ 70, et dans le troisième, 62%. Donc ce qui veut dire qu'en moyenne, deux chaudières de 219, bah, elles sont tellement surpuissantes qu'on va avoir énormément de cycles marche-arrêt et très peu de modulation. D'accord. D'autre part, la modulation sera possible jusqu'à 950 watts par logement. C'est déjà pas mal de descendre à 950 watts par logement. Rappelez-vous, une chaudière murale, la traditionnelle, on a combien en puissance minimum de modulation? 4. Bah, à peu près 4-5 kW, effectivement. Donc vous imaginez une chaudière murale dans ce cas de figure? Mais elle est surpuissante même à sa puissance mini, puisque la puissance maxi chauffage, c'est 2,4 kW le jour le plus froid de l'année. Donc c'est-à-dire qu'elle ne module jamais une chaudière murale. Et pourtant, elle est autant valorisée dans les RT qu'une chaudière collective qui foisonne la puissance par rapport au nombre de logements. Maintenant, prenons le cas extrême mini, c'est-à-dire nos deux chaudières de 60. Donc une seule des chaudières de 60, elle module jusqu'à 12 kW. Bah là, évidemment, 12 kW, ça permet d'apporter seulement 290 watts par logement. Là, c'est intéressant. Mais vous vous rendez compte? Il faut arriver jusqu'à moins de 300 watts par logement pour avoir un taux de modulation qui est, on va le voir, satisfaisant. Donc, sur le premier cas de figure, en chauffage seul, il n'y a que 1200 heures à peu près, c'est-à-dire 22% du temps où on fera des cycles marche-arrêt. C'est bien mieux que 72. Ah, c'est sûr. Dans le deuxième cas avec l'ECS, c'est à peu près 30% du temps, et dans le troisième cas, 17%, ce qui fait une moyenne de 23% du temps où on est inférieur à cette puissance mini d'une seule des chaudières. Donc ça va donner une bonne modulation du brûleur. Et là, la modulation, elle sera possible en apportant seulement 290 kW par logement. Donc là, je n'ose même plus parler des murales individuelles. Hein? Ok, donc là, dans ce bâtiment de 42 logements, on a vu que finalement 2 chaudières de 60 kW suffisent. Oui. Et j'imagine que ça apporte de réelles économies financières par rapport au cas extrême avec 2 chaudières de 220 kW dont tu nous as parlé. Ah oui, bah alors on était face à ces deux cas de figure en fait. Hein. On a vu que toutes ces simulations dynamiques allaient dans le sens des 2 x 60. Donc la différence de coût entre ces 2 x 60 et 2 x 219, c'est près de 19 000 € prix public. D'accord? Oui, quand même. Donc c'est à peu près 450 € par logement d'économie. Hein. Donc c'est très important quand même d'être attentionné au dimensionnement d'une chaufferie collective. Parce qu'on peut gagner déjà 450 € par logement. Et ça, si on vient rajouter en plus l'évacuation des produits de combustion, l'hydraulique, parce que deux chaudières de 219 kW, ce n'est pas la même hydraulique que deux chaudières de 60. Hein. Ouais. Ce n'est pas les mêmes conduits de fumée, etc., etc. Donc tout ceci, et là j'ai été gentil, hein, 500 € par logement, je pense que c'est au moins 600 de différence. Donc finalement, en optimisant le dimensionnement de sa chaufferie collective gaz, on va rentabiliser bien plus facilement son installation, être plus performant et être très, très, très compétitif vis-à-vis des autres solutions concurrentes. Alors,
Hervé, on a vu pas mal de chiffres. Est-ce que tu peux nous faire une synthèse de ce qu'on doit retenir? Oui. Au niveau des calculs de déperchauffage, ce qu'il faut retenir, c'est que dans des bâtiments neufs RT 2012, qui sont généralement à forte inertie, ça ne sert à rien de faire des abaissements de nuit. Tout ce que ça va vous apporter, c'est de la surpuissance et un surcoût. Ok. Voilà. Au niveau de la production de chaude sanitaire, alors, je ne vais pas insister, mais soyez vigilants sur la méthode de dimensionnement ECS, hein, Qualitel, Caustic, ADEME, les logiciels de constructeurs. Voilà, vous avez sûrement vos propres méthodes aussi, et les choses vont évoluer, j'espère, avec ce groupe de travail ICO, avec le caustique. Donc il faut considérer, bien évidemment, quand on sélectionne du matériel, la puissance calculée, non pas la puissance maximale de l'échangeur qu'on a sélectionné. Hein. Ça va amener à nécessiter de la surpuissance. Il faut privilégier le semi-accumulé, tant en stockage primaire que secondaire, peu importe, hein, selon vos besoins. Ça va amener de la faible puissance d'eau chaude sanitaire par rapport aux besoins de chauffage qui aujourd'hui ne cessent de diminuer, on le voit avec les réglementations. Ouais. Et on va prendre encore une claque avec la RE 2020. Hein. Donc il faut diminuer au plus bas cette puissance ECS pour ne pas avoir des chaufferies trop importantes en puissance. Pour passer en dessous des 70 kW, en dessous des 300 kW, on l'a vu tout au début de la présentation. Et pour optimiser la performance, et pour même condenser dans les phases d'eau chaude, eh bien, il faut travailler avec des échangeurs à plaques, avec des primaires les plus faibles possibles, pour avoir des retours froids, et des pincements les plus faibles possibles entre l'entrée sur l'échangeur primaire et la sortie secondaire. Donc avec des grandes surfaces d'échange, certes, mais un gros bénéfice, et très peu de surcoût, on l'avait vu dans les webinaires ECS, c'était de quelques pourcents, quelques plaques supplémentaires, c'est pas ce qui coûte cher. Au niveau de la détermination maintenant de la puissance chaudière par rapport à ces deux besoins chauffage et ECS, eh bien apparemment, d'après la présentation qu'on vient de faire, les simulations dynamiques, la puissance max entre les deux chauffages ECS peut suffire. À vérifier, hein, bien évidemment, hein, selon les cas, hein, si vous avez un bâtiment forte inertie ou pas. Donc ça, c'est pour du neuf. Avec une production semi-cumulée, on stocke beaucoup d'énergie ECS. Ça va permettre de limiter la surpuissance et donc l'investissement et de favoriser la modulation des brûleurs, on l'a vu aussi, et donc la performance. Et surtout, être super compétitif, très vite rentable avec ce genre de solution optimisée, et même optimisée au niveau de la réglementation thermique, hein, ou de la réglementation environnementale 2020, puisque les calculs du CEP n'ont pas bougé entre 2012 et 2020. Donc, si vous considérez des chaudières de 220 ou de 60 kW, vous aurez moins de pertes à l'arrêt, vous avez un meilleur CEP avec des chaudières de plus petite puissance tout de même. Hein. Voilà. J'en conclus et je finis là-dessus. Eh ben, un grand merci Hervé, c'était encore une fois très très intéressant. On vous remercie d'avoir suivi ce webinaire ce matin et j'espère que vous avez apprécié autant que moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur l'adresse qui s'affiche à l'écran et que Lucie ou Cindy va peut-être pouvoir mettre dans le chat. On mettra les réponses à disposition sur notre site internet. Sur notre site, vous retrouverez également le replay de ce webinaire ainsi que le support de formation d'ici demain, je pense. Et je vais laisser Hervé conclure avec le programme, comme il l'a annoncé en début de webinaire, du prochain qui aura lieu le mardi 8 juin. 8 juin, exactement. Bah, tu peux remettre la caméra, petite. Ah oui, bah, je sais pas, il y avait une slide avec le programme. Non, parce que justement, moi, je vais le lire. Et... D'accord. Ah bah attends, voilà. Donc, pour le mardi 8 juin, effectivement, on va attaquer notre prochain webinaire condensation. J'espère que vous serez nombreux. Je vous garantis un programme riche en informations avec des exclusivités. Tout ce que je vous lis là, vous l'aurez dans la présentation sur le dernier slide, avec une partie du programme, des exemples que vous pourrez retrouver dans ce programme-là. Donc, on abordera la performance d'une chaudière à condensation, l'impact du volume d'eau, hein, c'est quelque chose dont on a rarement parlé. Faible, fort volume d'eau, qu'est-ce qui est le plus adéquat vis-à-vis de la performance? Eh bien, on le verra.
Un condenseur très efficace, c'est quoi? Qui permet peut-être la stratification, le thermosiphon, même quand il n'est pas irrigué. Hein, on va découvrir tout ça. Et la robustesse et la performance. Et si on pouvait allier les deux, robustesse et performance, ce serait l'idéal, non? Ah bah oui. Hein, voilà. Donc on verra l'optimisation de la condensation, les points clés, hein, les erreurs à ne pas commettre, les notions de rendement annuel. Et au niveau des performances des installations, on va s'attacher à des choses très importantes que vous attendez tous. Selon des circuits chauffage, ça on en avait déjà parlé, mais on va tâcher d'introduire la performance avec l'eau chaude sanitaire sur les chaudières à condensation pour obtenir du rendement annuel. Donc on a déjà un logiciel qui existe depuis de nombreuses années, dont les bureaux d'études se servent beaucoup. C'est calculer le rendement annuel d'une chaufferie avec leur circuit chauffage qu'ils rentrent eux-mêmes. Par contre, ils nous ont toujours demandé comment on fait quand on a de l'eau chaude sanitaire, et c'est la majorité des cas. Et bien on se penche sur ce sujet actuellement, et on tâchera de vous donner quelques indices à ce niveau-là, et pas que des indices. Hein. Ouais. Donc je vous invite à suivre notre prochain webinaire le 8 juin, le mardi, hein, c'est les mardis de la condensation. Exactement. Et de 10 à 11 normalement. C'est ça, Ça ne devrait pas changer. 10h à 11h. Non, non, on vous enverra bien évidemment les invitations. Voilà. Donc, eh bien, on vous remercie. On finit un peu en retard. Merci. Ouais, bon, 4 minutes, c'est pas trop méchant. À tous d'être restés jusqu'au bout. Et puis, on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire Super. Sur la condensation. Merci à tous. À bientôt. Merci Hervé. Au revoir. Salut Aurélie.